You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 36e épisode de Codefax, un épisode anniversaire puisque cela fait 1 an maintenant que l'aventure a commencé. Qui dit anniversaire dit cadeau, et comme cadeau, nous avons le privilège d'avoir à notre micro René Fazel, le président de la Fédération internationale de hockey sur glace. Avec lui pendant une demi-heure, nous allons revenir sur ses 25 ans à la tête du hockey mondial. Salut Greg. Salut Jean-Fred, t'es prêt pour un épisode anniversaire? Anniversaire, tu peux le dire, ça fait 1 an que Codefax existe, et puis on a l'immense plaisir, le privilège aussi je dirais, de recevoir à ce micro René Fazel, le président de l'IAHF. Bonjour René. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à ce micro pour ce jeune projet qu'est Codefax. C'est un honneur pour nous d'avoir un invité de cette envergure. Tout l'honneur est pour moi finalement. Écoutez, quand on peut rendre service, et je suis là à Lausanne pour les Pocalistes. Donc ça, c'était idéal. Et d'ailleurs, vous m'avez trouvé, vous m'avez demandé d'être là, et je suis là. Et puis ça fait 25 ans que vous êtes maintenant à la tête de la fédération de hockey sur glace. Là, il vous reste encore une année. Est-ce qu'il vous reste encore une année ou vous dites ah ouais super. Il y a du regret de se dire qu'il y a pas du tout, non pas de regret du tout. Au contraire, je pense qu'il y a une grosse motivation de pouvoir mettre sous toit certains changements qu'on aimerait faire, surtout au point des statuts et des règlements en ce qui concerne la gouvernance. Je pense qu'on a quelques points encore à régler, à clarifier aussi, parce qu'il y a une pression aussi de l'extérieur que je trouve bonne suite à l'affaire de la FIFA, aux affaires de la FIFA et d'autres fédérations sportives. Je pense qu'il faut se mettre à jour. Et là, je pense qu'on est bien. D'ici quelques semaines à Bratislava, on aura un petit congrès général où on va pouvoir faire tous ces changements que j'estime nécessaires. Et puis, mais pour nous, journalistes romans, on va dire suisses, romans, c'est quand même triste de voir partir parce qu'on a un rapport privilégié avec vous et ce sera pas un Suisse, ce sera pas un roman, votre successeur. Non, mais voilà, c'est un peu les choses de la vie, hein. Il y a rien qui dure et je pense que c'est une bonne chose que j'ai décidé d'arrêter. J'aurais 70 ans. Mon frère m'a dit, René ne dit pas 70, on dit 70. Mais ça fait un peu mieux dans le passage, 70 que 70. Je trouve ça rigolo. Et, j'aurai 70 ans. Et, j'aurai 26 ans de présidence au sein de l'IAHF. Je crois que c'est le moment, je dirais que même c'est mon devoir de partir. Je pense qu'on a vu que dans d'autres fédérations, les gens qui restaient dans la fédération, qui voulaient rester, collés à leur siège, ont fait une mauvaise expérience, et je ne veux absolument pas faire la même expérience. C'est quoi justement le secret pour rester aussi longtemps à une place de cette importance sans se lasser manifestement? Je pense qu'il faut une certaine passion pour faire le travail qu'on fait, ou que je fais. C'est pratiquement pour tous les métiers. Si on veut bien faire un métier, il faut qu'on l'aime. Et il est vrai que j'ai une formation de dentiste, de médecin dentiste. J'adorais mon métier, mais j'avais cette espèce de passion pour le hockey dès mon jeune âge. Et c'est un rêve finalement vous avez un hobby, et ce hobby devient tout à coup votre métier. Et puis votre métier devient un hobby après coup. J'ai eu la chance d'être au CIO, de pouvoir m'engager aussi pour la dentisterie au sein du CIO durant les Jeux Olympiques, au village olympique, le soin aux athlètes. Donc j'ai des amis dentistes et je fais partie de la commission médicale aussi du CIO. Donc ça me permettait de rester quand même en contact, ce que j'aimais beaucoup, c'est-à-dire mon métier de médecin dentiste. Alors après, cette énorme passion que j'ai toujours d'ailleurs pour le hockey sur glace, et on a fait quand même quelques changements. On a réussi 2-3 choses qui sont quand même toujours en équipe, hein. C'est jamais grâce à moi tout seul, mais vraiment en équipe. J'allais dire, de quoi vous êtes le plus fier sur ces 25 ans? Il y a 2 choses. Il y a la participation des joueurs de la NHL aux Jeux Olympiques. Là encore, hein, si Monsieur Gary Bettman, qui est le commissionnaire, qui est le patron de la Ligue nationale en Amérique du Nord, s'il n'était pas prêt de venir à l'époque pour venir au Japon, parce qu'il avait quand même des idées pour aller sur le marché asiatique, je pense qu'on n'aurait pas pu le faire, mais il faut toujours plusieurs pour réussir un coup comme le coup de la NHL en 98 à Nagano. Et puis la deuxième réussite, je pense, c'est l'équipe unifiée de Corée à Pyeongchang, l'équipe féminine. On a travaillé 4 ans, personnellement, moi j'ai travaillé 4 ans à ce projet. Je suis allé personnellement en Corée du Nord, à Pyongyang, pour voir les dirigeants, travailler beaucoup politiquement, en cachette, pour pas qu'on torpille le projet, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord. Puis de ramener finalement le Sud, le Nord
et de l'impact que ça a eu aux Jeux de Pyeongchang en 2018, cette Corée réunifiée, je crois que c'est quand même été l'histoire de ces Jeux, comme la participation des professionnels à Nagano. La NHL, c'était l'histoire, le scoop de ces Jeux. Je pense que les Jeux de 2018, 20 ans après, cette équipe unifiée de Corée Nord et Sud a été quand même l'histoire de ces Jeux. Vous nous permettez de nous lancer sur la NHL. Vous avez toujours dit je prends mon bâton de pèlerin pour convaincre. Hein. Vous avez souvent utilisé cette image du bâton de pèlerin. Vous pouvez nous raconter ce que c'est des négociations quand il faut parler des assurances, parce que nous on s'intéresse beaucoup au sport nord-américain, donc ça va être assez intéressant d'aller un peu taquiner avec Gary Bettman. Non, au départ, je pense peut-être qu'on l'oublie, mais Juan Antonio Samaranch, senior, donc l'ancien président du Comité international olympique, m'avait demandé à l'époque où j'étais nommé président, c'était en 95, m'avait demandé, m'a dit, René, est-ce que tu crois que tu peux amener la NHL aux Jeux? Il avait réussi un grand coup, Juan Antonio Samaranch, avec la NBA à Barcelone. Vous vous rappelez ce Dream Team de Barcelone, qui a été un truc extraordinaire. Enfin, Magic Johnson, ces grands joueurs étaient là. Il y avait cette Dream Team américaine. Le basket était vraiment au sommet. Avec la différence avec le hockey, c'est qu'on n'avait pas seulement une Dream Team, on en avait 6. Avec les joueurs de la NHL européens qui jouaient là. Donc on avait les 6 grands, hein, les États-Unis, le Canada, la Tchéquie, la Russie, la Suède et la Finlande. C'était quand même, on ne pouvait pas vraiment dire qu'elle allait gagner. Tout le monde pensait que le Canada allait gagner en 98 avec Gretzky qui était là. Hein. Et finalement, non, ce sont les Tchèques qui ont gagné, grande surprise. Tout le monde était surpris en finale contre les Russes 1-0. Avec Hachek, qui était absolument incroyable. Oui. Donc, Juan Antonio Samaranch, à l'époque, m'avait dit, René, est-ce que tu peux me ramener la NHL à Nagano? J'ai dit, pourquoi pas? Et c'est là qu'on a pris le bâton de pèlerin. C'est sympa là qu'on comme mission. Hein. Pardon? Sympa comme mission. Ah oui, et puis lui était, écoutez, moi je pense que Juan Antonio Samaranch, c'est un monstre dans cette histoire. Déjà pour la ville de Lausanne, je pense que je ne comprends pas qu'on n'ait pas une avenue, la meilleure avenue de Lausanne, où on l'appelait l'avenue Samaranch. Il a tellement amené dans cette ville de Lausanne. Il a gardé le CIO, il a développé le CIO. Aujourd'hui, le CIO, si on parle de Lausanne, c'est quand même parce qu'il y a le CIO et pour rien d'autre. Enfin, c'est une très belle ville. Moi, la Riviera vaudoise, je pense que si vous avez Vevey, Villeneuve, Lausanne, c'est le plus bel endroit qu'on a en Suisse pour y vivre. Hein. Je suis un fan de la Riviera lémanique. Donc, revenir sur Samaranch, puis là, le bâton de pèlerin, on va voir les Japonais. L'organisateur, il fallait le voir pour lui dire, écoute, voilà, je vais amener les joueurs de la NHL, éventuellement, il nous faut 150 chambres à Nagano où il n'y avait pas de chambre du tout. Faut les trouver, d'accord, pour les guests, parce que les joueurs voulaient amener leurs épouses, leurs parents et tout ça, c'était une des conditions qu'ils voulaient. Après, il faut aller voir les fédérations nationales chez nous pour dire, est-ce que vous voulez les joueurs de la Ligue nationale qui viennent participer aux Jeux? Les Canadiens, au départ, ils ont dit non, on veut pas. Parce qu'ils avaient un programme pour préparer, ils avaient une équipe canadienne olympique, avec Team Canada, ils appelaient ça. Ils recevaient des subventions de l'État canadien pour préparer du CNO américain, canadien, pour préparer leur équipe aux Jeux Olympiques. Donc, cette équipe, peut-être vous vous souvenez, elle tournait toujours. Elle tournait, chaque année, elle venait en Europe, elle faisait des tournées, participait au tournoi. Team Canada avec des jeunes joueurs qui n'étaient pas vraiment prêts pour faire professionnel pour la Ligue nationale. Donc, ça leur sabordait finalement leur programme où ils touchaient de l'argent, et ils pouvaient eux-mêmes, Hockey Canada, décider de comment fonctionner. Du moment où on prend Gary Bettman avec ses grands souliers, qui vient là, plus rien à dire, plus un mot. Donc les Canadiens étaient, je pense, de toutes nos fédérations, l'équipe canadienne était la plus difficile à convaincre. Pour accepter, c'est rigolo, pour accepter la participation de la Ligue nationale aux Jeux Olympiques Canada. Après, bon, j'ai dit, vous avez les fédérations nationales que vous allez visiter, vous allez visiter l'organisateur japonais, et vous allez naturellement voir l'association des joueurs. À l'époque, il y avait un certain Bob Goodnow, qui était un ancien joueur qui jouait de l'équipe des États-Unis, qui a joué et représenté son pays au championnat du monde
à l'époque, donc sans la Ligue nationale. Donc lui était très très intéressé de cette participation aux Jeux olympiques. Il a jamais pu faire lui-même. Non, il n'a jamais pu faire. Alors vous allez chez les joueurs, et après vous allez chez Monsieur Gary Bettman. Ah, c'est quelqu'un lui alors. Lui c'est quelque chose. Mais c'est pas un hockeyeur, hein. Mais il est brillantissime. Il a quand même, je pense qu'en 94, quand il est arrivé, il y avait 700 millions de chiffre d'affaires à la Ligue nationale. Aujourd'hui, vous savez combien il y en a? Non. Ça suffit en milliards, hein. 4 milliards et demi. Donc, chapeau. Gary, chapeau. Ce qu'il a fait avec la Ligue aujourd'hui. Puis quand on voit le succès de cette saison régulière qu'on a eue là, bon, je pense qu'il doit être un peu surpris qu'il y a les 4 meilleures équipes. Surtout, il n'y a pas d'équipe canadienne maintenant dans la suite de ces Stanley Cup playoffs. Donc, mais il a quand même, je dirais, il a dirigé cette Ligue brillamment. Malgré qu'on est très critiqué au Canada, il est critiqué un peu partout. Mais c'est quand même, il a fait de cette Ligue quand même quelque chose, une machine à sous. Et puis de négocier avec lui, je vous assure que c'est pas facile. Bah alors c'est pas facile comment? C'est quoi? C'est les assurances? Ah non, c'est difficile. Bon, les assurances. Vous savez, moi j'ai un principe. Je vous le dis très honnêtement. Je trouve que c'est pas à la Ligue nationale de payer les frais pour participer aux Jeux. Malgré qu'ils ont un chiffre d'affaires de 4 milliards et demi aujourd'hui, je trouve déjà assez c'est la seule ligue professionnelle au monde pour participer aux Jeux olympiques qui ferme sa ligue. Presque 3 semaines. Il ne joue plus. À une époque où, au mois de février, après le Super Bowl, après le football américain, la finale, donc qui est toujours à fin janvier, début février, où finalement, il n'y a plus que le basket et le hockey de sport en Amérique du Nord, dans les grands sports professionnels. Donc pour eux, c'est une période quand même assez intéressante de vendre leurs produits, au mois de février. Alors fermer durant cette période-là, pendant presque 3 semaines, c'est un énorme effort, malgré qu'ils jouent le même nombre de matchs. Donc c'est pas à la Ligue nationale, à la NHL de payer les frais, c'est-à-dire frais de transport, frais d'assurance. À mon avis, c'est au CIO à payer. Juan Antonio Samaranch a été tout de suite d'accord quand il m'a dit, j'étais chez lui, j'ai dit à l'époque ça coûtait pas cher, 4 millions. Je suis allé chez Juan Antonio, j'ai dit président, ça coûte 4 millions de dollars. Qu'est-ce que tu penses? Il a secoué la tête, il a fait un peu une mimique qu'il faisait toujours, il a dit à Gilbert Fely, Monsieur Fely, occupez-vous de ça. Et lui a payé, d'accord? Bon, aujourd'hui, ça coûte 14 millions. Donc, aujourd'hui, avec le président qu'on a au CIO, lui estime que non, c'est à la NHL, parce que la NHL profite d'avenir. Quand on a un contrat de près de 3 milliards que le CIO touche pour les Jeux Olympiques d'hiver, je pense qu'il est tout à fait normal que c'est le CIO qui devrait payer 14 millions. Point. Justement, vous parliez de négociations qui se sont bien passées en 98, avant 98. Récemment, la Ligue nationale n'était pas présente à Pyeongchang. Vous l'avez vécu comment? C'était un échec pour vous? Oui, en quelque sorte. Bon, je l'ai dit toujours aux médias américains, je suis grumpy. Grumpy veut dire je suis de mauvaise humeur, je suis grinche. Je trouve que c'est pas normal. Quand on prêche haut et fort comme Gary Bettman pour dire voilà, l'Asie c'est quand même là où on a notre potentiel, c'est là où il y a une possibilité vraiment d'ouvrir un nouveau marché. Il y a quand même 1,4 milliard de Chinois. On est à Pékin. On était à pratiquement à 1 heure et demie de vol de la Corée du Sud en Chine. On était en prime time pour le hockey, de préparer finalement les Jeux de Pékin avec la participation de la NHL, de venir en Corée et de préparer finalement cette aventure chinoise. Ça aurait été extraordinaire de pouvoir un petit peu chauffer les Chinois pour qu'on puisse faire ce qu'on voulait faire là. Et ça, c'est un peu dommage. Je trouve qu'il l'a pas fait. Bon, vous savez, entre l'association des joueurs et la Ligue nationale, aujourd'hui, il y a tellement d'argent. Je vous ai dit, c'est 4 milliards et demi de chiffre d'affaires. Il y a trop d'argent. Et du moment où il y a beaucoup, beaucoup d'argent, on l'a vu dans d'autres, la FIFA et d'autres, du moment où il y a beaucoup d'argent, les conflits se préparent parce que chacun veut encore plus d'argent. Et aujourd'hui, en Ligue nationale, je pense que, et j'ai ça d'un monsieur qui est très bien placé dans le système là. Il m'a dit, René, tu sais, aujourd'hui, c'est dommage, on n'a vraiment pas toujours beaucoup parlé de sport, mais maintenant, pratiquement, on ne parle plus de sport. On parle argent. Money. Money talks. C'est l'argent c'est vrai, finalement, c'est des gros montants et des joueurs qui gagnent 14, 15 millions de dollars par année.
Donc, il y a ce grand chiffre d'affaires qu'on fait, il y a les milliards qui circulent là, et voilà, c'est une ligue professionnelle, et je le dis, j'ai toujours dit haut et fort, en Amérique du Nord, les ligues professionnelles, le sport ne compte pas vraiment beaucoup. C'est plutôt l'entertainment, le show et business money. Justement, il y a sur les derniers playoffs, pour revenir à aujourd'hui, il y a eu pas mal de discussions en Suisse, en tout cas, sur un style de jeu très finlandais, comme il était caractérisé, très très attentiste en zone neutre, avec peu de buts, avec peu de spectacles et peu d'émotions. C'est complètement à l'opposé de ce qui se passe durant la saison régulière de NHL, où c'était très ouvert, il y a des records de buts, des records de points, Kucherov qui met 127 points. Il y a ces deux philosophies qui s'affrontent. Vous, en tant que patron de l'IHF, est-ce que vous avez peur de voir justement des matchs beaucoup plus fermés? Est-ce que c'est quelque chose contre lequel vous êtes battu ces derniers temps? Oui, c'est-à-dire on a toujours un moyen un peu de changer les règles. Bon, ça dépend toujours un peu des ligues, si elles veulent appliquer oui ou non les règles que nous on décide au Congrès. Ils ont la liberté de jouer finalement avec les règles qu'elles veulent, les ligues. Je me bats actuellement pour remettre la dimension des patinoires sur 26 mètres de largeur. Ça, c'est un débat que j'espère pouvoir vraiment y arriver avant que j'arrête au mois de septembre l'année prochaine. Au lieu de 30, c'est bien ça? Au lieu de 30, oui. Okay. Vous savez, je pense que il y a une question toute simple que je demande aux détracteurs. Je dis, quelle est la meilleure ligue au monde? Quelle est la meilleure ligue au monde? Je vous demande. Parce qu'on peut dire la NHL, c'est la NHL, autre on est bien chose. d'accord. Donc, la NHL, elle joue sur 26 de largeur, d'accord? Où jouent les meilleurs joueurs du monde? En NHL. Donc, les meilleurs joueurs du monde, la meilleure ligue du monde joue sur 26. Pourquoi nous, on joue sur 30? Et c'est là que, justement, vous savez, moi, je suis un ancien qui est un petit peu génétiquement codé sur les 30, Olympic size. Ça, c'était un grand débat. Quand je suis arrivé en 86 à la Fédération internationale, en tant que responsable des arbitres, on a toujours eu cette énorme rivalité entre les 26 et les 30. Olympic size, North American size. Olympic size, 26, 30-60, pardon, et la NHL qui est sur 26-61, 60-61. Alors, puis maintenant, le jeu a tellement changé du hockey. Peut-être vous, les jeunes, vous avez remarqué aussi. Le jeu change à peu près tous les 5-6 ans. On change un petit peu de la façon de jouer. Aujourd'hui, la NHL, elle a des joueurs comme Patrick Laine, elle a Connor McDavid, Austin Matthews, Ischier. Ischier, il y a 15 ans en arrière, jamais il aurait pu jouer en Ligue nationale. De par sa grandeur, c'est pas une grosse baraque. Et aujourd'hui, ces joueurs techniques, ces joueurs extraordinaires, talentueux, ils jouent. Et ils jouent bien. Pourquoi? Parce que la Ligue nationale a aussi changé un petit peu les règles. Et puis on est arrivé sur une dimension de patinoire de 26 où la technique et la rapidité jouent un rôle très important. Et on a un jeu quand même, si vous regardez les matchs de la NHL, mon Dieu, quelle différence avec ce qu'on a vu ici, je prends la Suisse maintenant, avec la finale des playoffs, c'est tout à fait un autre jeu. Mais c'était bien la finale des playoffs, c'était quand même c'était du hockey assez sympathique quand même. C'était oui, parce qu'il y a un côté émotionnel qui est là, parce qu'on est pour une équipe ou une autre. Quand vous allez suivre des matchs de Lausanne qui sont en play-off, et puis qui jouent, il y a un côté émotionnel qui est là. Mais regardez voir un petit peu ce qui se passe, surtout durant la saison régulière. Vous avez parlé du style finlandais, avec cette couverture de zones qu'ils font, avec les différentes zones qu'il faut bouger ou pas bouger. On a cette horrible tendance de pousser le jeu contre les bords, contre la bande, dans le coin de la patinoire. Et moi, je vais voir un match de hockey, je vois pendant 20 minutes les joueurs qui sont en train de grailler dans le coin. Et puis que l'arbitre est à côté, il dit move, bouge. Puis après 5 minutes, peut-être quelqu'un arrive à sortir le puck ou l'arbitre va siffler. Le spectateur, il veut pas ça. Enfin, j'espère qu'il veut pas ça. Et quand vous allez regarder un petit peu, c'est très rare dans les jeux de la Ligue nationale, donc la NHL, où vous voyez, c'est impressionnant. Je veux pas prétendre, c'est vrai que nos joueurs ne sont pas aussi talentueux que ceux de la NHL, mais quand même, si on pouvait, je pense que la dimension de 26, surtout pour les juniors, un championnat du monde des moins de 20 ans juniors en Europe ou un moins de 20 ans en Amérique du Nord, un hockey totalement différent. Je ne parle pas des femmes. Les femmes qui jouent sur 26, c'est tout à fait un autre. Beaucoup meilleur
que sur le 30 mètres. C'est trop d'espace, il faut trop patiner. C'est un autre jeu. Il y a plus de contact. Pour les juniors et les femmes, c'est évident. Pour les adultes, enfin les joueurs qui sont là, les seniors. Bon, certains joueurs disent, enfin, certains spécialistes disent, les joueurs en Europe sont moins talentueux, il leur faut plus d'espace. Mince, Est-ce qu'on favorise la faiblesse? Est-ce qu'on favorise quelque chose qui n'est pas bon? Je dis merde. Non, c'est pas ça qu'on veut. Mais donnons aux joueurs la possibilité justement de pouvoir s'améliorer sur une distance où là on est pratiquement obligé d'avoir la technique, le talent qu'on veut. Ben sinon, on va pas dans cette ligue-là. Point. 0. En tant qu'ancien arbitre, vous avez été chef des arbitres, vous l'avez dit, au niveau suisse, avant d'être chef du hockey suisse, chef au niveau des arbitres au niveau mondial. Comment vous jugez? Parce que nous, dans Colfax, on revient souvent sur certaines décisions arbitrales, pas contre les arbitres, mais sur les moyens à disposition, notamment les caméras, notamment au-dessus des buts, à la ligne bleue. On a l'impression qu'on a 2 trains de retard. On est dans les années 80, alors qu'on est en 2019. Je crois qu'on fait une grosse erreur. Toute cette histoire de vidéo a pris une certaine dimension qui me déplaît personnellement beaucoup. On peut pas rien, voilà, c'est un peu le monde d'aujourd'hui. On a un peu oublié que finalement le hockey, le sport, c'est un jeu. Avec les règles de jeu. Avec les erreurs qui sont commises par les joueurs et par les arbitres. Alors, il y a cette certaine tendance aujourd'hui qu'on veut vraiment éliminer l'erreur d'arbitrage. Qu'est-ce qui rend finalement, qu'est-ce qui donne ces émotions? C'est justement les discussions qu'on peut mettre sur une décision arbitrale ou non. Donc, je suis absolument d'accord qu'on utilise la vidéo sur un puck, s'il a franchi la ligne ou pas. Ça va tellement vite. Il y a les pucks qui vont à presque 200 km à l'heure, pas loin de ça, et le puck rentre et sort. Impossible qu'un arbitre sur la glace puisse voir s'il est rentré ou pas. Pas de discussion là, d'accord. Mais si tout à coup on vient sur les obstructions de gardiens, il y a 4 arbitres sur la glace, 4. D'accord? On est 4 arbitres. S'ils sont pas fichus de voir s'il y a une obstruction ou pas sur le gardien, j'ai beaucoup de peine. Et là, j'ai suivi cette discussion, vous vous rappelez? Je crois que c'était le dernier match des playoffs où il y a eu une pénalité San Jose qui jouait, il perdait 3-0. Il y a une pénalité San Jose, je crois que c'était. Il y a une pénalité ce cross-check. Oui. Pavelski. Tout à fait. Pavelski. Une charge sur Pavelski. On regarde à la vidéo, 5 minutes. Alors maintenant, il y a une discussion en Amérique du Nord qui est déclenchée. Sur une pénalité de 5 minutes, on devrait pouvoir utiliser la vidéo. Ça va ouvrir la porte sur toutes les discussions. À la fin, on va avoir 3 arbitres qui vont être assis dans les gradins ou dans une petite pièce avec tous les moyens techniques possibles et inimaginables. Et chaque fois qu'il y aura une faute qui est commise sur un joueur, on va arrêter le jeu, on va discuter. Il y en aura 3 qui vont dire, non, peut-être on fera 2 contre 1, des fois ils seront 3 pour ou 3 contre. On va décider si c'est un 2 minutes, si c'est un 2+2, si c'est un 10 minutes, si c'est un 5 minutes, ou s'il n'y a pas de pénalité. Non. Surtout, je pense on le voit aussi avec le foot, Je crois Manchester United qui jouait contre PSG, c'est penalty à la fin. Et l'arbitre, il est sur place. Il est même bien placé, d'accord? Il y a ce shoot qui arrive sur le bras. Le joueur, il se tourne un peu, il se lève, et ça touche le bras. L'arbitre juge, il n'y a pas pénalty. D'accord? Il juge sur place, à chaud. Tac, il n'y a pas de pénalty. Coucou, vidéo. La vidéo, ils font quoi? Ils lui montrent 10 fois le ballon qui arrive, hop, sur le bras. Pop, sur le bras. Il n'y a pas de possibilité. Vous voyez ça, vous mettez pénalty. Il n'y a pas le début, la phase, l'émotion, le moment où on prend. Il n'a pas de chance, l'arbitre. Il va siffler penalty. Mais ce qu'il faut faire à ce moment-là, tous les joueurs qui sont défenseurs, on va leur couper les bras. C'est pas possible. Ou bien on les met dans une camisole de force. On sort du contexte, en fait. Quand on saute, on lève un bras. J'arrive pas à sauter les bras collés au corps. C'est pas possible. Et finalement, après, c'est les grosses discussions. Et à mon avis, on va perdre ces émotions. Bien qu'on a l'émotion maintenant de dire c'est penalty ou pas. La Finlande, finale des dames. D'accord? Finale des dames. J'étais là. Les Finlandaises, elles marquent en overtime. Pour moi, un but. L'arbitre est sur la glace, poum, il pointe, tac.
but. Donne 2 minutes au gardien, plus, mais il me pointe le but. Pour moi, 100% but. 12 minutes pour voir la vidéo. 12 minutes. Vous vous rendez compte? Pour revoir si effectivement il y avait une faute sur le gardien ou pas. À la fin, les gens qui sont là, des gens que je fais absolument confiance, on peut prendre cette décision-là, mais à force de regarder le contact de la joueuse finlandaise sur la gardienne américaine, à la fin, on peut dire, ouais, bon, il a quand même un peu touché, image par image. Et on prend une décision qui va réglementairement juste, mais qui va contre l'esprit du jeu. L'arbitre, il sent sur la glace. Il sent. On sent. On est à, je sais plus, il y avait déjà 60 minutes de jeu. On vit, on est dedans, dans le jeu. D'accord? On sent. Et il le sent. Hop, tac, il donne goal. Et puis c'est pas un arbitre, c'est un très bon arbitre, c'est une Allemande. Elle a beaucoup d'expérience. Et non, voilà, on voit la vidéo et on repasse ce truc et on prend une décision. On peut l'expliquer, oui. Mais, à mon avis, contre cet esprit de jeu. Alors, de grâce, si on va dans ce système où tout doit être réanalysé, pourquoi est-ce qu'on ne réanalyse pas un jeu où un joueur rate un but vide? Et puis qu'on analyse, on dit, tiens, t'as raté ce but vide, on va te diminuer 10% de ton salaire. Hein? On ne parle pas des erreurs de joueurs. On parle que des erreurs d'arbitrage. Et là, on prend une direction, à mon avis, ça va trop loin. Ça va trop loin. C'est un jeu et ça vit d'erreurs d'arbitrage aussi. Vous avez parlé de ce match en Finlande, vous êtes là à notre micro, donc ça veut dire quand même qu'on vous a laissé quitter le pays à la suite de cette défaite en prolongation. Sur place, comment vous l'avez vécu ce moment-là? C'était particulier, j'imagine. Les gens, les médias m'ont... J'ai reçu des emails d'ailleurs, je suis très populaire en Finlande, je sais pas où ils ont trouvé mon adresse email, mais j'ai eu quelques emails assez sympas, enfin sympas entre guillemets, et à l'aéroport, c'est vrai que les gens m'ont reconnu, m'ont regardé un peu bizarrement. Mais la bonne chose des Finlandais, je crois que, et là, il faut quand même un grand coup de chapeau à l'esprit, d'ailleurs, pendant 12 minutes, les Finlandais étaient champions du monde, hein. Quand même assez merveilleux. Mais l'équipe l'a bien pris, et puis aussi les spectateurs qui étaient dans la salle. Il y a eu quand même un peu de déception, mais je connais des pays où ça serait peut-être plus mal passé que là. C'est quand même un sport de hockey, ils respectent les règles du sport, ils ont aussi compris que voilà, ça fait partie du sport. Il y a quand même un esprit assez fair-play des Finlandaises qu'on doit respecter, puis le dire, ouais, c'était quand même, c'était pas facile pour elles, hein, pour les joueurs, c'était pas facile. Puis si on reprend votre carrière, mais qu'on se projette en 2020, hein, il y aura les championnats du monde, le championnat du monde en Suisse pour la 3e fois, si je ne fais erreur, sous votre présidence, enfin 98, 2009 non, 90 en tant que président suisse. Ok, alors 90 en tant que président suisse, alors ça fait 4 fois. Qu'est-ce que vous allez faire après? Parce que on a l'impression que vous êtes un boulimique de boulot, vous êtes loin 180 jours sur 365 à l'étranger. René Fasel peut rester tranquillement dans son canapé et regarder des matchs. Non, là, j'étais dernièrement en Chine encore, le ministre des Sports chinois, il n'acceptait pas que je m'arrête. Puis il dit, je dois rester jusqu'à Pékin. J'ai dit, non, je vais partir. Maintenant, tu vas travailler chez nous. Tu vas nous donner un coup de main pour le hockey chinois et tout ça. J'ai dit, gérer, mais j'ai aussi mes amis russes qui veulent absolument que je les aide un peu, surtout sur la KHL. Il y a des idées d'expansion, il y a beaucoup de trucs encore à faire au sein de la KHL elle-même. Puis comme je suis un grand ami des Russes, j'ai un peu une âme un peu russe. La Russie m'attire énormément. Puis je pense que je vais être un peu à disposition des gens qui aimeraient bien que je les aide un peu. Et encore une fois, les Russes, ça fait un bout de temps maintenant. Ils ont essayé de me convaincre de rester par tous les moyens. Je dis non. Maintenant, je vais arrêter. Mais alors, tu vas bosser pour nous. Alors voilà, on ira peut-être un peu en Russie, on ira un petit peu en Chine, on regarde. Puis en Suisse, il y a pas vous qui étiez un membre de Gauthieron. On n'est jamais prophète dans son pays, jamais. N'oubliez jamais ça. Puis Gauthieron, c'est mon club. C'est ma vie, c'est la raison pourquoi je suis là. J'ai commencé à jouer ce qui s'est passé cette année m'a profondément attristé parce qu'il y avait quand même, on a vu ce que Lausanne a réussi en ayant aussi la saison qu'ils ont eue. Mais je pense que
que là, Gauthieron, c'était mauvais, c'était pas bon. Et on peut pas vous imaginer au board de Gauthieron en 2022? Non, trop difficile. Pourquoi trop difficile? On travaillait dans sa propre vie, dans son propre club, pas possible. Plus difficile que faire venir la NHL aux Jeux Olympiques. Mon Dieu, ça. C'est l'Himalaya à côté. Non, c'est pas possible. Puis habiter à Fribourg après, parce que là vous habitez sur Zurich normalement. Est-ce que vous parlez de la je suis Riviera heureux, au début, donc. J'ai déjà dit, je vais être enterré à Fribourg au moins si je suis pas encore. Bon, on va si pas je parler suis de ça Fribourg. quand même. Ah, ben bon, un jour il faudra bien qu'on parte. Ouais. Mais non, mais Fribourg c'est ma ville, Fribourg c'est mon canton. Gauthieron c'est mon club, je suis abonné, je regarde les matchs. Quand je suis en route, je peux voir les matchs voilà, la technologie où je la trouve extraordinaire, c'est que je peux voir un match de Gauthieron au Japon, n'importe où je suis dans le monde, je peux suivre Gauthieron en live sur mon téléphone. Et pester que Spongera, t'es un... Ah, ça, alors j'ai pesté, je peux vous dire, surtout quand on est tout seul dans sa chambre d'hôtel. Et généralement, ça dépend où on est, très tard la nuit, je vous assure que c'est très sympa de pester quand on est tout seul, comme ça personne n'entend. On pourrait parler des heures avec vous de hockey sur glace, mais je crois que vous êtes attendus sur le plateau des Pécalistes tout soudain. Donc on vous remercie de nous avoir accordé de votre temps. C'était passionnant de parler avec vous. On vous souhaite une dernière année de présidence pleine de succès. Colfax, sera pas la dernière année, j'espère. Donc on va continuer pour une deuxième saison, vu que la première s'est bien déroulée. Mais d'ici le championnat du monde en Slovaquie, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux. On est présents et continuez de nous écouter là où vous avez l'habitude. Salut! À bientôt!